Sophie, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent en direct sur Ternet. Donc on est ici à Openfield Auchan, du côté de Milly-la-Forêt dans l'Essonne. Donc je suis en compagnie de Adrien Marc, du réseau Fertiline, également agriculteur dans le Pas-de-Calais. Alors Adrien, bonjour, on va parler fertilisation azotée notamment, et comment améliorer son impact environnemental. Alors on peut penser gaz à effet de serre dans un premier temps, mais aussi qualité de l'air et pollution que peuvent engendrer les fertilisants. Donc aujourd'hui, quels sont les impacts environnementaux, comment faire et sur quoi la science s'adapte-t-elle? Écoute, bonjour Robin et bonjour à tous, hein. Merci pour cette interview déjà. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui déjà pour recadrer la fertilisation, il faut bien expliquer ce que c'est. La fertilisation, c'est vraiment venir compenser ce que le sol fournit et ce dont la plante a besoin, la différence entre les deux pour que la plante puisse exprimer son plein potentiel de rendement. Donc aujourd'hui la fertilisation, c'est un facteur essentiel et indispensable à notre rendement. Et donc aujourd'hui, par contre, cette fertilisation, c'est vrai qu'elle peut être fort critiquée, puisque c'est vrai qu'elle a plusieurs impacts environnementaux. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, sur chaque tonne de blé qui va être produit, 80% des émissions de l'impact environnemental vient de cette partie fertilisation, et notamment en grande partie de la partie fertilisation azotée. Donc il y a un double... 80% de total de la culture des gaz à émission d'effet de serre provient de la partie fertilisation. C'est vraiment le point sur lequel il faut insister et travailler, quoi. C'est ça, c'est le gros pilier aujourd'hui, hein. Bien avant le gasoil, par exemple. Ah, c'est bien avant le gasoil, c'est bien avant les transports, c'est vraiment cette partie fertilisation. Et alors après, derrière, là on a parlé notamment gaz à effet de serre, mais il y a deux réels impacts environnementaux. Le premier qu'on vient aborder, donc les gaz à effet de serre, qui vont être responsables du réchauffement climatique. Et il y a une deuxième partie qui, elle, va être différente, c'est vraiment la partie qualité de l'air avec les émissions d'ammoniac au champ, qui elle va être plutôt du domaine de santé publique, hein, puisque ça peut être responsable de nombreux problèmes. Alors expliquez-nous un peu scientifiquement qu'est-ce qui se passe quand on utilise un engrais azoté, comment il se volatilise et quel est l'impact sur la qualité de l'air? Alors aujourd'hui on a deux formes d'azote qui sont très sensibles à la volatilisation, hein, qui sont très présents en France, hein. C'est l'urée qui est 100% uréique, qui elle va se volatiliser, hein, et la solution azotée qui a 50% de forme uréique qui va être également volatilisable. Et en fait, c'est très important puisque la volatilisation, ça va concerner quelques dizaines de kilos à l'hectare. Notamment, on prend une solution azotée, on va être de l'ordre de 13% de volatilisation. Quand sur un produit vraiment type urée, on va être à 20% et on peut monter jusqu'à des 40% de perte. Et en fait, le problème, c'est que toute cette perte va engendrer des pertes par ammoniac dans l'air, et cet ammoniac, avec d'autres éléments atmosphériques, il va être précurseur de particules fines. Et ces particules fines, on sait que voilà, ils sont dangereux et ils peuvent avoir des problèmes notamment respiratoires. Notamment sur les périodes un peu sèches du mois de février-mars, où quand tous les agriculteurs de la même région utilisent un peu les mêmes engrais au même moment et qui peuvent créer des problèmes de santé publique à ces moments-là. C'est vrai que oui, on voit bien que la fertilisation azotée, il y a un moment où quand tout le monde met en route, c'est le moment où en effet c'est fort émissif, et on a énormément d'émissions d'ammoniac. Donc aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et sur lesquels on a un gros axe de travail. En termes de kilos à l'hectare, vous parlez de pertes de 10 à 40%, ça représente combien de kilos qui s'envolent? Alors ça va être variable en fonction des agriculteurs, en fonction du nombre d'unités qu'ils vont apporter. Mais si on prend un exemple très simple, hein, je vous parlais de 20%, ça veut dire qu'un agriculteur qui va par exemple avoir une dose totale de 200 unités, à 20%, ça veut dire qu'on aura 40 unités qui peuvent potentiellement se volatiliser. Alors en plus d'avoir un problème, on va dire environnemental, c'est quand même un souci économique pour l'agriculteur, puisque ça veut dire que 20% de ce qu'il a investi peut être perdu et non valorisé. Donc ça c'est la partie qualité de l'air. Qu'est-ce qu'il en est de la partie plutôt réchauffement climatique, gaz à effet de serre en termes de fertilisation azotée?
Donc ça, c'est vraiment un deuxième volet qui est totalement différent, hein. Donc les gaz à effet de serre, donc qui vont être responsables notamment du réchauffement climatique. On estime qu'aujourd'hui, on a un tiers des émissions qui sont à la production et deux tiers qui sont à l'utilisation au champ. Et en fait, ce qui est vraiment dangereux sur ces deux tiers à l'utilisation au champ, c'est qu'on va dégager du protoxyde d'azote essentiellement. Et le protoxyde d'azote, à titre de comparaison, on est 265 fois plus polluant qu'un dioxyde de carbone. Donc 1 kg de protoxyde d'azote, ça équivaut à 265 kg de CO2, quoi. C'est ça. Tout à fait, c'est cet ordre de grandeur-là. Alors heureusement, hein, c'est des pertes qui sont moindres, hein. Autant sur la partie ammoniacale, on est de quelques dizaines de kilos à l'hectare, tandis que là, on est uniquement sur quelques kilos hectares. Donc c'est moindre, mais l'impact est différent. Donc, et avec tout ça, là, quels sont les leviers possibles pour les agriculteurs pour être moins émissifs et avoir moins de volatilisation? Donc il y a deux leviers, hein, aujourd'hui si on veut jouer déjà. C'est soit on diminue sa dose d'apport, soit on trouve des engrais qui sont plus efficients. Et aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule solution, hein. Il y a plusieurs leviers à mettre en action sur la fertilisation. On en parle souvent, la bonne dose, au bon endroit, au bon moment, et je rajouterai avec le bon produit. Je pense qu'ici on a la chance d'être sur Openfield et on a vraiment mis en avant cette partie, la bonne dose au bon endroit. On a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Et nous, on va travailler vraiment sur la partie produit. Et donc aujourd'hui, on a un produit, hein, qui est connu et reconnu, qui est le Nexen, hein, qui fête ses 10 ans de mise en marché, qui va venir réduire les pertes par volatilisation. Comment ça se passe chez un Nexen? C'est quoi son effet par rapport à un ammonitrate classique? On est bien, non, on est sur de l'urée sur le Nexen, hein. Oui. Alors le Nexen, on est sur de l'urée, donc l'urée c'est ce que je vous disais, on est de l'ordre de 20% de volatilisation, et donc nous on va abattre cette volatilisation à seulement 2%. Ça veut dire qu'on va quand même gagner énormément d'efficience sur le produit, et on va rejeter beaucoup moins d'ammoniac dans l'air, cet ammoniac qui va être responsable des enjeux dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en volume aussi on peut en mettre moins? Alors, c'est une façon de voir la chose. Ça veut dire que oui, si on était utilisateur d'urée, demain on peut voir pour retravailler sa dose par rapport au Nexen. Voilà. Et donc ça, c'est vrai, c'est un produit qu'on a sous forme solide, et depuis cette année, on a lancé également le même produit qui s'appelle Adéquipe et qui lui est sous forme liquide pour la solution azotée, avec le même intérêt, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de l'ordre de 13% de volatilisation sur la solution azotée, et là on arrive à redescendre de l'ordre de 3-4% sur la solution azotée. Donc on voit qu'il y a un intérêt vraiment sur cette partie qualité de l'air, et j'irai même plus loin, il y a un intérêt pour l'agriculteur, parce que forcément il va retrouver des unités efficientes, donc c'est pas de l'argent gaspillé. Et donc oui, on préserve vraiment des unités. Est-ce que ça reste plus ou moins qu'un ammonitrate par exemple? Alors aujourd'hui, Nexen c'est devenu une référence, hein. On est équivalent à un ammonitrate en termes de volatilisation. Dans certains types de sols, on est même un peu mieux. On a vraiment 10 ans de recul, et c'est un produit qui a fait toutes ses preuves sur cette partie. Et qu'est-ce qu'il en est du coup pour réduire les émissions d'ammoniac dans l'air et les émissions de protoxyde d'azote? Vous avez d'autres solutions? Alors on a d'autres solutions, hein, sur cette partie dioxyde de carbone et protoxyde d'azote. Sur la partie Nexen, on travaillait avec des inhibiteurs d'uréase, et aujourd'hui nous on travaille avec des inhibiteurs de nitrification, dont le but est vraiment de retarder la nitrification de l'azote de façon à limiter toutes les autres pertes et les émissions de protoxyde d'azote et de dioxyde de carbone au champ. Donc on a un produit, hein, qui s'appelle l'AgroNH4 Protect, qui lui est destiné à la solution azotée, et on a la chance cette année sur Openfield d'avoir un produit qui est également nouveau, qui s'appelle le Baxen, donc sous forme solide, qui est mis en avant sur les essais d'Openfield, qui lui va vraiment permettre d'abattre de 20% les émissions de gaz à effet de serre au champ. Baxen, donc ça veut dire que c'est un produit qui se commercialise en big bag d'ammonitrate, ou c'est quelque chose à rajouter? Alors c'est un big bag, Ouais. de 600 kg essentiellement, et donc c'est vraiment un granulé, tout à fait. D'accord.
Là, c'est un peu ce que vous avez testé là quels ont été les essais au champ là sur Openfield? Donc les essais qu'on a fait ici, on est sur un essai bas carbone. Et donc le but, c'était vraiment de montrer qu'on avait un produit sur lequel on pouvait réduire notre impact environnemental. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'on a des outils de mesure qui ont permis de révéler qu'on annonce aujourd'hui que c'est un produit avec 20% d'abattement, et si on regarde les résultats, on est à 18% d'abattement. Donc on travaille sur du vivant, on voit que dans l'ordre... 18% par rapport à un témoin oui. Par rapport à un témoin conventionnel, tout à fait. Comment vous le mesurez ça? C'est beaucoup d'outils. Donc il y a des instituts qui travaillent derrière pour mesurer toutes les pertes d'azote et toutes les émissions qui ont lieu au champ. Qu'en est-il sinon du phosphore? Il y a aussi des pertes sur le phosphore. On se dit qu'il se stocke plutôt dans les sols, mais pas forcément en fait. Pour limiter les problèmes d'eutrophisation des eaux, beaucoup? Alors oui, il y a une partie phosphore, là c'est encore différent. On travaille également sur des technologies phosphore. Le phosphore, on sait que voilà, le phosphore se fixe dans le sol très rapidement. Et aujourd'hui, on essaye de trouver du phosphore qui est assimilable pour les plantes. Pourquoi on veut que ce phosphore soit assimilé? C'est pour éviter d'avoir une accumulation en phosphore dans le sol, et notamment sur la partie superficielle du sol, qui elle peut être sensible avec les différents aléas climatiques, à être emmenée, à être exportée et à emmener ce phosphore vers des milieux marins, et de ce fait d'avoir certains phénomènes d'eutrophisation, tout à fait, oui. Donc comme quoi il y a des vrais progrès sur la technologie des engrais aujourd'hui, ça s'améliore de jour en jour. Merci Adrien Marc.